Nous savons tous que le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un est entouré de mystères, mais ce qui se cache dans les coulisses de ces mesures de sécurité extravagantes est vraiment ahurissant. Préparez-vous à être choqués en découvrant les faits incroyables qui entourent l'appareil de sécurité de Kim Jong-un, dont on dit qu'il coûte des millions de dollars. De la technologie de pointe à une légion de personnel hautement qualifié, aucune dépense n'est épargnée lorsqu'il s'agit de protéger l'énigmatique dirigeant. Dans cette vidéo, je vous présente l'insensé dispositif de sécurité de Kim Jong-un qui coûte des millions de dollars. Comment Kim Jong-un voyage? Kim Jong-un, le dirigeant suprême de la Corée du Nord, est connu pour ses moyens de transport extravagants et hautement sécurisés lors de ses déplacements. De son train blindé à ses jets privés et ses voitures de luxe, ses déplacements sont conçus pour assurer sa sécurité et préserver son image de dirigeant puissant. La tradition des voyages en train sur de longues distances dans la famille Kim remonte à Kim Il-sung, le fondateur de la Corée du Nord. Kim Il-sung, surnommé le président éternel, prenait son propre train pour se rendre au Vietnam et en Europe de l'Est, ouvrant ainsi la voie au luxueux voyage en train qui allait devenir synonyme de la dynastie des Kim. Ces trains, souvent qualifiés de forteresses mobiles, sont réputés être lourdement gardés par des agents de sécurité qui scrutent méticuleusement les itinéraires et les gares à venir à la recherche de menaces potentielles. Les mesures de sécurité prises au cours de ces voyages sont inégalées et reflètent la paranoïa profondément enracinée de la famille et son souci de sécurité. Le père de Kim Jong-un, Kim Jong-il, qui a dirigé la Corée du Nord de 1994 à sa mort en 2011, préférait lui aussi voyager en train, car il avait peur de l'avion. Ces voyages à bord de trains luxueux étaient tout simplement extraordinaires, chaque détail étant minutieusement planifié pour assurer son confort et sa sécurité. L'un des voyages en train les plus marquants de Kim Jong. Il a été son voyage à Moscou en 2001 pour rencontrer le président russe Vladimir Poutine. Accompagné par le commandant militaire russe Konstantin Poulikovski, qui a plus tard raconté cette expérience dans ses mémoires Orient Express, le voyage en train de Kim Jong. Il a été une démonstration d'opulence et d'extravagance. Selon Poulikovski, le train proposait un large éventail de cuisine, dont des plats russes, chinois, coréens, japonais et même français. Des homards vivants ont été transportés jusqu'au train pour garantir la disponibilité de produits frais, tandis que des caisses de vin rouge de Bordeaux et de Bourgogne ont été acheminées par avion depuis Paris. Le train était un festin émouvant, avec des artistes et des chanteurs qui divertissaient les invités à bord des luxueux wagons. Le train comprenait des salles de conférence, des salles d'audience et des chambres à coucher, toutes dotées d'équipements modernes. Des téléphones satellites et des télévisions à écran plat ont été installés pour les briefings et les divertissements. L'intérieur du train respirait le luxe, avec des wagons remplis de fauteuils en cuir rouge, créant une atmosphère digne d'un roi. Le train blindé, utilisé par Kim Jong. Il est un véritable spectacle. Avec ses quelques 90 wagons, le véhicule vert à bande jaune est un symbole de puissance et d'autorité. Il a été spécialement conçu pour répondre aux besoins du dirigeant suprême, chaque détail ayant été soigneusement étudié. Aujourd'hui, l'un des wagons de train de Kim Jong. Il est exposé dans son mausolée de Pyongyang, connu sous le nom de Palais du Soleil Kumsusan. Il rappelle la grandeur et l'extravagance qui accompagnaient ces voyages. La tradition des voyages en train de luxe se poursuit avec Kim Jong-un, qui a adopté ce mode de transport pour ses propres déplacements. S'il ne partage pas la peur de l'avion de son père, Kim Jong-un a opté pour le train lors de plusieurs visites importantes, tant en Corée du Nord qu'à l'étranger. Lors de sa dernière rencontre avec le président Vladimir Poutine à Vladivostok, en Russie, en 2019, Kim Jong-un est arrivé en train. Le voyage de la Corée du Nord à Vladivostok a couvert près de 300 miles et a duré une vingtaine d'heures. Le train a dû subir un changement de roue à la frontière pour s'adapter aux voies ferrées russes, un processus qui a duré plusieurs heures. Le train de Kim Jong-un, baptisé Taeyango, qui signifie soleil en coréen, est une référence symbolique au fondateur de la Corée du Nord, Kim Il-sung. Ce train, comme ses prédécesseurs, est doté d'équipements luxueux et de mesures de sécurité de pointe pour assurer la sécurité et le confort du dirigeant suprême. La tradition des voyages en train de luxe de la famille Kim témoigne de son statut et de son pouvoir. Ces trains, avec leurs intérieurs opulents et leurs mesures de sécurité méticuleuses, reflètent le monde extraordinaire dans lequel évoluent les dirigeants suprêmes nord-coréens. Cela dit, Kim Jong-un ne se contente pas de voyager en train, il prend également l'avion. Ayant fréquenté un internat en Suisse, il n'est pas étranger à l'aviation. En mai 2018, il a effectué son premier vol international depuis son accession au pouvoir, se rendant dans la ville chinoise de Dalian pour rencontrer le président chinois Xi Jinping. Cela a marqué un moment important de son règne, car il a montré sa volonté d'engager des relations diplomatiques avec les pays voisins.
L'avion qui a transporté Kim Jong-un en Chine était un avion à long rayon d'action de fabrication soviétique, l'Ilyushin 62, également connu sous le nom d'Il-62. Cet avion, dont l'extérieur blanc distinctif porte le nom officiel de la Corée du Nord en coréen et le drapeau national, est un symbole du statut et du pouvoir du dirigeant suprême. L'Ilyushin 62, connu localement sous le nom de Chamae-un en référence à l'autour des palombes, l'oiseau national de la Corée du Nord, offre des intérieurs et des équipements modernes. Kim Jong-un a parfois été photographié en train de travailler et de tenir des réunions à bord de cet avion. L'Ilyushin 62 a attiré l'attention internationale lorsqu'il a transporté la délégation olympique de haut niveau de Pyongyang, y compris la sœur de Kim, Kim Yo-jong, en Corée du Sud pour les Jeux olympiques d'hiver de 2018. Le vol portait le numéro d'identification PRK 615, peut-être une référence symbolique à la déclaration conjointe Nord-Sud du 15 juin, signée en 2000 par les deux pays. Outre l'Ilyushin 62, Kim Jong-un a également été vu en train d'utiliser un avion ukrainien Antonov 148, An-148. Cet avion, qui porte le logo de la compagnie aérienne d'État nord-coréenne Air Koryo, vient s'ajouter à la collection de moyens de transport extravagants du dirigeant suprême. L'Antonov 148 a été présenté dans un documentaire diffusé en 2014 par la télévision centrale coréenne. Ce documentaire présentait le logo de la compagnie aérienne d'État et soulignait le rôle de l'avion dans les déplacements de Kim Jong-un. L'utilisation de cet avion par le dirigeant suprême souligne son désir de luxe et de confort lors de ses déplacements. Les médias d'État nord-coréens ont même diffusé des images de Kim Jong-un pilotant un avion léger de fabrication locale et s'asseyant aux commandes d'un biplan militaire AN-2. Ces images présentent le dirigeant suprême non seulement comme un leader puissant, mais aussi comme un pilote expérimenté, capable de naviguer dans les airs. Les avions privés de Kim Jong-un témoignent de son mode de vie extravagant et de son désir de confort et de commodité. Ces avions, avec leurs intérieurs luxueux et leurs caractéristiques personnalisées, reflètent l'opulence qui entoure le dirigeant suprême nord-coréen. Si les détails de ces avions privés peuvent paraître choquants pour certains, ils ne sont qu'un aperçu du monde extraordinaire dans lequel évolue Kim Jong-un. Ces déplacements, que ce soit en train ou en avion, sont méticuleusement planifiés pour assurer sa sécurité et préserver son image de dirigeant puissant. En mars 2018, Kim Jong-un s'est rendu en train à Pékin, la capitale chinoise. Cependant, une fois dans la ville, il a utilisé sa Mercedes-Benz classe S personnelle pour se déplacer à l'intérieur des limites de la ville. Cette voiture de luxe, fabriquée en 2010, est un symbole de statut et de pouvoir qui sied à la position du dirigeant suprême. La Mercedes-Benz classe S est connue pour ses caractéristiques luxueuses et sa technologie avancée. Elle offre un intérieur confortable et spacieux, garantissant à Kim Jong-un une conduite souple et agréable lors de ses déplacements. Le design épuré et l'esthétique élégante de la voiture rehaussent encore l'image du dirigeant suprême. Lors du sommet intercoréen de Panmunjom en 2018, le convoi de Kim Jong-un a fait les gros titres. Alors qu'il franchissait la frontière, sa Mercedes-Benz classe S préférée était mise en évidence, avec des gardes du corps courant à côté du véhicule. Ces hommes font partie de l'élite des gardes du corps, également connus sous le nom de Bureau central du parti. Bureau central du parti numéro 6. Lorsqu'il s'agit de protéger Kim Jong-un, la Corée du Nord ne laisse rien au hasard. Ces gardes du corps d'élite, sélectionnés au sein de l'armée populaire coréenne, APC, forment un formidable anneau de défense autour du dirigeant, assurant sa sécurité à tout prix. De la taille exigée à l'entraînement rigoureux aux arts martiaux et au tir, ces gardes du corps sont l'incarnation même du dévouement et de la compétence. Le processus commence par des critères de sélection méticuleux. La taille est un facteur crucial, car ces gardes du corps doivent être à la hauteur de la stature du dirigeant suprême. Seuls ceux qui ont approximativement la même taille que Kim Jong-un sont pris en considération pour ce rôle prestigieux. Les déficiences visuelles sont strictement interdites, car les gardes du corps doivent faire preuve d'un sens aigu de l'observation pour s'acquitter de leurs tâches. Mais la taille et la vision ne sont qu'un début. Les candidats doivent également faire preuve de compétences exceptionnelles en matière de tir et d'arts martiaux. Les gardes du corps de la Corée du Nord doivent savoir tirer avec une arme à feu et posséder un haut niveau de compétences dans diverses disciplines d'arts martiaux. Toutefois, les prouesses physiques ne sont pas les seules à compter. Le processus de sélection se penche sur les antécédents des candidats. Une enquête rigoureuse est menée sur leurs antécédents, couvrant 2 générations de leur histoire familiale. Ce processus d'examen approfondi permet de s'assurer que seules les personnes faisant preuve d'une loyauté et d'une fiabilité inébranlables sont choisies. De nombreux membres du bureau principal des adjudants qui supervisent les gardes du corps sont liés à la famille Kim ou à d'autres familles d'élite nord-coréennes. Une fois sélectionnés, les candidats s'engagent dans un programme d'entraînement intensif qui rivalise avec l'entraînement reçu par les forces d'opération spéciales de l'APK. L'entraînement est conçu pour faire d'eux les protecteurs ultimes du chef suprême.
Ils sont soumis à des épreuves d'endurance physique, à un conditionnement comportemental et à des exercices physiquement rigoureux afin de les préparer à toute situation susceptible de se présenter. Leur formation comprend la maîtrise de l'utilisation d'armes de poing, des techniques d'évasion et une variété d'arts martiaux. Les gardes du corps de la Corée du Nord sont formés pour être polyvalents et adaptables, capables de neutraliser toute menace perçue à l'aide de leurs mains et de leur corps. Leur sens de l'observation est affiné à la perfection, ce qui leur permet de surveiller de près les personnes qui se trouvent à proximité du dirigeant et l'environnement immédiat. Les gardes du corps sont organisés en une formation stratégique qui assure la sécurité du dirigeant suprême sous tous les angles. Ils forment un anneau de protection autour de Kim Jong-un, la ligne immédiate étant composée de 3 à 5 gardes du corps, dont le directeur du bureau principal des adjudants. À ses côtés, 4 à 6 gardes du corps, dont 2 à 3 à sa droite et à sa gauche. 4 à 5 autres gardes du corps complètent le périmètre de protection. Il convient de noter que le pouvoir et l'autorité des gardes du corps de la Corée du Nord sont évidents dans leur capacité à porter des armes à feu chargées à côté du dirigeant de leur pays. Habituellement armés d'un pistolet semi-automatique et d'une arme de secours, ils sont parmi les seuls citoyens nord-coréens autorisés à le faire. Cependant, leur principale défense réside dans leur capacité d'observation et de neutralisation. Bien qu'ils portent des armes à feu, ils se concentrent principalement sur l'observation attentive des personnes proches du dirigeant et des locaux, prêts à neutraliser toute menace perçue à l'aide de leurs mains et de leur corps. Si la présence des gardes du corps est indéniable, ils s'efforcent de maintenir une image moins envahissante que celle de leurs prédécesseurs. Contrairement à l'époque de Kim Jong-il, où il y avait un garde du corps pour 2 hauts fonctionnaires, les gardes du corps de Kim Jong-un sont moins nombreux. Cette réduction du nombre de gardes du corps permet une opération de sécurité plus discrète et plus efficace. La tenue des gardes du corps de la Corée du Nord est soigneusement choisie pour se fondre dans l'environnement. Ils portent généralement des costumes et des cravates de style occidental, semblables à ceux que l'on voit à Singapour, ou les costumes Jongshan des officiels du parti. Ce choix vestimentaire leur permet de s'intégrer harmonieusement dans divers environnements tout en conservant leur rôle de protection. La communication est un aspect essentiel de leur fonction et, bien qu'ils utilisent des méthodes modernes telles que des lignes téléphoniques sécurisées et des ordinateurs, les gardes du corps s'appuient sur des méthodes d'identification traditionnelles. Ils portent des badges et des épingles spécifiques sur leurs vêtements pour chaque événement, établissant ainsi leur identification et leur rang. En outre, ils utilisent une série de mots de passe et de phrases codées pour communiquer en toute sécurité, garantissant ainsi la confidentialité de leurs messages. Le bureau principal des adjudants, qui supervise les gardes du corps de la Corée du Nord, compterait entre 200 et 300 personnes. Plus de la moitié d'entre eux sont des gardes du corps, le reste étant constitué de chauffeurs et de personnel technique. Bien que certains gardes du corps fassent une longue carrière dans ce rôle, la plupart d'entre eux servent pendant une dizaine d'années avant d'occuper d'autres postes au sein du régime. En matière de communication, les gardes du corps nord-coréens spécialisés dans la course à pied utilisent une combinaison d'identification visuelle et de mots de passe parlés. Ils portent des badges et des épingles spécifiques sur leurs vêtements pour chaque événement, établissant ainsi leur identification et leur rang. Ces indices visuels permettent une reconnaissance rapide et efficace entre les gardes du corps, ce qui garantit une coordination sans faille pendant leurs tâches de protection. Outre l'identification visuelle, les gardes du corps utilisent une série de mots de passe et de phrases codées parlées. Ces mots de passe et ces phrases ne sont connus que des gardes du corps et servent à authentifier leur identité et à garantir la sécurité des communications. En s'appuyant sur ces méthodes traditionnelles, les gardes du corps maintiennent un niveau de secret et de confidentialité essentiel à leurs opérations. Les couches de sécurité qui entourent le chef suprême sont étendues et sophistiquées. Si les gardes du corps de la Corée du Nord constituent la première ligne de défense, il existe d'autres niveaux de protection. L'une d'entre elles est le commandement de la garde suprême, chargé de sécuriser les lieux physiques où se trouve Kim Jong-un, commandement de la garde suprême. Le personnel du commandement des gardes est soumis à un processus de sélection et de contrôle similaire à celui des gardes du corps du bureau principal des adjudants. En fait, de nombreux gardes du corps sont affectés au commandement des gardes, ce qui renforce encore la coordination et l'efficacité des opérations de sécurité. Le commandement des gardes remplit diverses fonctions logistiques et techniques pour soutenir le chef dans son rôle. Les observations et rapports récents sur la visite de Kim Jong-un à Singapour ont révélé la présence de personnel du commandement de la garde. 3 avions en provenance de Pyongyang sont arrivés dans la ville-État et des membres du commandement de la garde étaient à bord d'au moins 2 de ces avions. Leur participation aux missions de soutien de Kim Jong-un est variée et cruciale pour ces opérations. Le personnel du commandement de la garde exploite et entretient des lignes téléphoniques sécurisées que le chef utilise pour communiquer. Il veille à ce que les lignes soient sécurisées et exemptes de toute violation potentielle. En outre, ils fournissent à Kim Jong-un les ordinateurs et la sécurité informatique nécessaires à son travail.
Leur expertise technique garantit la protection des systèmes de communication et d'information du dirigeant. Cependant, les responsabilités du commandement de la garde vont au-delà de la communication et de la technologie. Ils sont également chargés de répondre aux besoins personnels de Kim Jong-un dans divers endroits. Il doit notamment veiller à ce qu'il ait accès à l'alcool, à la nourriture et aux cigarettes qu'il désire. Avant d'être servis aux dirigeants, les aliments et les boissons font l'objet d'une inspection minutieuse par le personnel du commandement de la garde afin d'en garantir la salubrité. Le commandement de la garde dispose également d'un département médical qui comprend des médecins personnels et du personnel médical. Au moins 2 de ces professionnels de la santé accompagnent Kim Jong-un lors de ses déplacements. Leur présence permet aux dirigeants d'avoir un accès immédiat à des soins médicaux en cas de besoin. En termes de sécurité personnelle, le département numéro 2 du commandement de la garde forme 2 des 3 lignes extérieures de sécurité autour de Kim Jong-un. Il se concentre sur les zones où le dirigeant travaille, séjourne ou se rend. Ce positionnement stratégique permet d'établir un périmètre de sécurité complet qui s'étend au-delà du cercle immédiat des gardes du corps. La 3e ligne de sécurité extérieure est établie près des routes, des clôtures ou d'autres infrastructures, dans un rayon d'un demi-mile autour de l'endroit où se trouve Kim Jong-un. Cela permet de détecter et de neutraliser les menaces potentielles avant qu'elles ne s'approchent du dirigeant. Les niveaux de sécurité entourant Kim Jong-un sont sans égal et reflètent les mesures extrêmes prises pour assurer la préservation de la dynastie des Kim. Si l'on se rend dans le hall de l'hôtel St. Regis à Singapour, où Kim Jong-un a séjourné lors de sa visite, on rencontrera très certainement le personnel du Garde Command. Leur présence témoigne du niveau de sécurité et de protection offert aux dirigeants suprêmes. Le commandement de la Garde suprême, également connu sous le nom d'unité 963. Sous la direction du général Kwak Chang-sik, cette force redoutable de 95 000 à 120 000 hommes est entièrement dédiée à la protection de Kim Jong-un, le dirigeant suprême de la Corée du Nord. De sa création en 1946 à son implication dans la guerre de Corée, le commandement de la Garde suprême a une histoire riche. Le rôle principal du commandement de la Garde suprême est d'assurer la protection personnelle de Kim Jong-un. En tant que dirigeant suprême, Kim Jong-un est confronté à de nombreuses menaces d'origine nationale et internationale. Le commandement de la Garde suprême agit comme un bouclier, employant diverses mesures de sécurité pour atténuer ces risques et assurer la sécurité de Kim Jong-un à tout moment. Sa présence est ressentie partout où le dirigeant suprême se rend, qu'il s'agisse de visites d'État officielles, d'apparitions publiques ou d'engagements privés. Outre la protection des personnes, le commandement de la Garde suprême est également responsable de la sécurité de la famille Kim et des hauts responsables du Parti du travail de Corée. Il s'agit notamment de protéger les membres de la famille immédiate de Kim Jong-un, comme sa femme et ses enfants, ainsi que d'autres personnalités influentes au sein du régime. La présence du commandement garantit la sécurité et la stabilité de l'élite dirigeante, créant ainsi un environnement propice à l'exercice du pouvoir. Les responsabilités du commandement suprême de la Garde vont au-delà de la protection physique. Ils sont également chargés de la collecte de renseignements et des opérations de contre-espionnage. Il s'agit de surveiller et d'analyser les menaces potentielles, tant internes qu'externes, qui pèsent sur le guide suprême et le régime. Le commandement travaille en étroite collaboration avec d'autres agences de renseignement pour recueillir des informations et évaluer la crédibilité des risques potentiels. Son expertise en matière d'évaluation des menaces et de gestion des risques lui permet de garder une longueur d'avance sur les dangers potentiels. En outre, le commandement de la Garde suprême joue un rôle crucial dans le maintien du secret et de la confidentialité des activités du guide suprême. Il est chargé de mettre en œuvre des protocoles de sécurité stricts afin d'empêcher tout accès non autorisé à des informations sensibles et de garantir le respect de la vie privée du guide suprême. Il s'agit notamment de sécuriser les canaux de communication, d'effectuer des rondes de sécurité régulières et de mettre en œuvre des mesures strictes de contrôle d'accès. L'engagement du commandement à maintenir le plus grand secret est essentiel pour protéger les intérêts du guide suprême et maintenir la stabilité du régime. Le dévouement du commandement de la Garde suprême à l'égard de ses responsabilités est sans égal. Ils suivent une formation continue et développent leurs compétences pour s'adapter à l'évolution des menaces qui pèsent sur la sécurité. Il s'agit notamment d'une formation spécialisée dans le combat à main nue, l'adresse au tir, les opérations tactiques et les techniques de collecte de renseignements. Leur formation est rigoureuse et exigeante, ce qui leur permet d'être prêts à faire face à n'importe quelle situation. En temps de crise ou de menace accrue pour la sécurité, le commandement de la Garde suprême est en première ligne de la réponse. Il travaille en étroite collaboration avec d'autres agences militaires et de sécurité afin de coordonner les efforts et de garantir une réponse rapide et efficace. Leur capacité à se mobiliser rapidement et efficacement témoigne de leur professionnalisme et de leur état de préparation. L'engagement du commandement de la Garde suprême à protéger Kim Jong-un va au-delà de ses devoirs professionnels. Ils sont profondément loyaux envers le dirigeant suprême et considèrent leur rôle comme un devoir sacré.
Leur dévouement et leur sacrifice inébranlable sont motivés par un fort sentiment de patriotisme et de dévouement au régime. Cette loyauté leur est inculquée par une combinaison d'endoctrinement, d'entraînement rigoureux et d'adhésion stricte à l'idéologie du régime. Les origines du commandement suprême de la garde remontent à sa création en 1946. Au départ, il s'agissait d'une petite force de sécurité chargée de protéger les principaux responsables gouvernementaux et d'assurer leur sécurité. Cependant, le rôle et les responsabilités du commandement ont évolué au fur et à mesure que le paysage politique de la Corée du Nord évoluait. L'un des moments les plus marquants de l'histoire du commandement de la garde suprême a été sa participation à la guerre de Corée, connue en Corée du Nord sous le nom de guerre de libération de la patrie. Au cours de ce conflit, le commandement a joué un rôle crucial dans la protection du dirigeant suprême de l'époque, Kim Il-sung. Leur dévouement et leur bravoure face à l'adversité leur ont valu une réputation de loyauté et d'engagement inébranlable à l'égard de leur mission. Dans les années qui ont suivi la guerre de Corée, le commandement de la garde suprême a subi d'importants changements sous la direction de Kim Jong-il. Pour contrer d'éventuelles tentatives de coup d'État et consolider son pouvoir, Kim Jong-il a réorganisé le commandement en limogeant de nombreux officiers et en développant sa propre unité de garde du corps, connue sous le nom d'unité 2.16. Cette restructuration a permis à Kim Jong-il d'exercer un contrôle plus direct et plus personnel sur sa garde rapprochée. Le commandement suprême de la garde a continué d'évoluer sous la direction de Kim Jong-un. Au cours de son mandat, le commandement a poursuivi son expansion et sa modernisation. Il a notamment intégré des technologies de surveillance avancées, amélioré ses programmes de formation et créé des unités spécialisées au sein du commandement. Ces développements visaient à assurer la sécurité du dirigeant suprême dans un monde de plus en plus complexe et interconnecté. La structure organisationnelle du commandement suprême de la garde a également connu des changements tout au long de son histoire. Aujourd'hui, il relève de la force terrestre de l'armée populaire coréenne et est divisé en environ 6 départements, 3 brigades de combat, plusieurs divisions de garde du corps et un bataillon de construction. Cette structure complexe permet une coordination et un déploiement efficace du personnel, garantissant ainsi la sécurité du dirigeant suprême dans divers scénarios. Armée populaire coréenne. L'armée populaire coréenne, APC, a une longue histoire, dont les origines remontent à l'armée révolutionnaire populaire coréenne en 1932. Sous la direction de Kim Il-sung, fondateur de la Corée du Nord et grand-père de l'actuel dirigeant, Kim Jong-un, l'APC a été créée en tant que force de guérilla pour résister à l'occupation japonaise au début du XXe siècle. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'armée révolutionnaire populaire coréenne a combattu aux côtés de l'armée rouge soviétique contre les forces japonaises en Mandchourie. Cette expérience a façonné l'APC et jeté les bases de son développement futur. Après la guerre, avec la division de la Corée entre le Nord et le Sud, l'APC a continué à grandir et à évoluer, s'adaptant au paysage géopolitique changeant. Cependant, c'est au cours de la guerre de Corée, qui a duré de 1950 à 1953, que l'APK s'est véritablement imposée. La guerre a commencé lorsque la Corée du Nord, soutenue par l'Union soviétique et la Chine, a lancé une invasion surprise de la Corée du Sud. Les forces terrestres de l'APK ont mené l'offensive et se sont rapidement emparées de Séoul, la capitale de la Corée du Sud. Ce premier succès a mis en évidence la force et la détermination de l'armée populaire de Corée. Cependant, les Nations Unies, dirigées par les États-Unis, sont intervenues pour soutenir la Corée du Sud, repoussant ainsi l'armée populaire de Corée. La guerre de Corée a été un conflit brutal et dévastateur, qui a fait des millions de victimes et entraîné des destructions massives. L'armée populaire de Corée a subi des pertes considérables pendant la guerre, mais elle a également démontré sa résistance et sa capacité à s'adapter à des circonstances changeantes. Malgré son infériorité en nombre et en armement, l'armée populaire de Corée s'est battue avec acharnement, employant des tactiques de guérilla et utilisant le terrain accidenté à son avantage. La guerre s'est terminée par un armistice en 1953, divisant effectivement la Corée entre le Nord et le Sud, le long du 38e parallèle. Le rôle de l'armée populaire de Corée dans cette guerre a renforcé sa position en tant que force militaire redoutable. Après l'armistice, l'APK s'est concentrée sur la consolidation de ses capacités militaires, le renforcement de ses défenses et la défense de Kim Jong-un. Avec le soutien continu de l'Union soviétique et de la Chine, l'APK a modernisé ses forces armées et renforcé ses capacités militaires. Aujourd'hui, l'APK est organisée en formation de forces terrestres avec plusieurs corps et divisions. Elle dispose également d'une force navale, d'une force aérienne et anti-aérienne, d'une force stratégique responsable des missiles nucléaires et conventionnels et d'une force d'opération spéciale. Sous le commandement de la Commission militaire centrale du WPK, présidée par le secrétaire général du WPK et le président des affaires d'État, l'APK considère que ses principaux adversaires sont les forces armées de la République de Corée et les forces américaines.
Pour maintenir une position défensive forte, l'APK opère le long de la zone démilitarisée coréenne, une frontière lourdement fortifiée qui sépare la Corée du Nord de la Corée du Sud. Malgré les difficultés économiques et le manque de ressources, l'APK a réussi à maintenir un budget important, estimé à environ 6 milliards de dollars. Ce budget permet à l'APK de participer à la production et à l'exportation d'équipements militaires, notamment de missiles. En outre, l'APK a fourni une formation et un soutien à divers groupes révolutionnaires et insurgés dans d'autres pays, étendant ainsi son influence au-delà des frontières de la Corée du Nord. Au fil des ans, l'organisation et la direction de l'APK ont connu des changements, l'influence de l'armée ayant diminué ces dernières années. La Corée du Nord a été confrontée à des défis liés aux sanctions économiques et à l'isolement international, qui ont eu un impact sur ses capacités militaires. Toutefois, pour compenser ces difficultés, la Corée du Nord s'est appuyée sur des techniques de guerre asymétriques et des armes non conventionnelles. L'APK a développé des technologies telles que la peinture furtive, les sous-marins nains, les armes laser aveuglantes et les armes chimiques. L'unité nord-coréenne de cyberguerre, le Bureau 121, est également activement impliquée dans des activités de piratage informatique. Malgré les pénuries de carburant et de munitions, la Corée du Nord conserve des réserves stratégiques de nourriture, de carburant et de munitions qui lui permettraient de soutenir une guerre de grande envergure pendant une période limitée. L'armée populaire coréenne dispose d'un grand nombre d'équipements, notamment des chars, des pièces d'artillerie, des canons de défense aérienne et des avions de combat. Elle possède également un nombre important de missiles balistiques et a fait des progrès en matière de capacité nucléaire, procédant à plusieurs essais nucléaires. L'armée nord-coréenne est connue pour ses uniformes distinctifs, qui comprennent un mélange de vêtements vert olive ou beige et diverses options de coiffure. Ministère de la Sécurité de l'État. Cette puissante agence, également connue sous le nom de département de la sécurité de l'État, est chargée de maintenir la sécurité intérieure et de protéger le régime de Kim Jong-un. La création du ministère coréen de la sécurité de l'État remonte au début des années 1970, sous le règne de Kim Il-sung, le fondateur de la Corée du Nord. Alors que le régime cherchait à consolider son pouvoir et à supprimer toute menace potentielle, la nécessité d'une agence spécialisée chargée de la sécurité intérieure s'est imposée. C'est ainsi qu'est né le ministère de la sécurité de l'État. Sous la direction de Kim Il-sung, le ministère de la sécurité de l'État a rapidement pris de l'ampleur et de l'influence. Sa mission première était de protéger le régime contre la dissidence interne et l'espionnage externe. L'agence s'est vue confier des pouvoirs étendus pour enquêter et neutraliser tout individu ou groupe perçu comme une menace pour la stabilité du régime. Au cours des années 1970 et 1980, le ministère de la Sécurité de l'État a joué un rôle crucial dans la répression des dissidents politiques et le maintien de l'emprise du régime. Il a mené de vastes opérations de surveillance, infiltrant tous les aspects de la société nord-coréenne. L'agence recrutait des informateurs, appelés Inminban, chargés d'espionner leurs concitoyens et de signaler toute activité ou conversation suspecte. Les opérations du ministère de la Sécurité de l'État étaient entourées de secrets, et le monde extérieur ne disposait que de peu d'informations. Ces agents opéraient sous une couverture profonde, prenant souvent de fausses identités et se fondant dans la société. Il était donc difficile pour les dissidents et les espions potentiels de se faire repérer et d'échapper à l'œil vigilant de l'agence. L'un des aspects les plus choquants de l'histoire du ministère de la Sécurité de l'État est son implication dans de nombreuses violations des droits de l'homme. Les détenus ont été soumis à des méthodes d'interrogatoire brutales, y compris la torture physique et psychologique, afin de leur arracher des aveux ou de recueillir des informations. Les rapports faisant état de passages à tabac, d'abus sexuels et même d'exécutions ne sont pas rares. Le pouvoir et l'influence de l'agence n'ont cessé de croître sous la direction de Kim Jong-il, qui a succédé à son père, Kim Il-sung, en 1994. Kim Jong. Il a encore renforcé le rôle du ministère de la Sécurité de l'État dans le maintien de la sécurité intérieure et la protection du régime. Le budget de l'agence a augmenté, ce qui a permis d'étendre ses activités et de recruter davantage d'agents. Ces dernières années, sous la direction de Kim Jong-un, le ministère de la Sécurité de l'État a été confronté à des défis internes et externes. Des rapports font état de lutte de pouvoir et de purge au sein de l'agence, différentes factions se disputant le contrôle et l'influence. En outre, les sanctions internationales et les efforts diplomatiques ont exercé une pression sur le régime, affaiblissant potentiellement l'emprise du ministère de la Sécurité de l'État sur le peuple nord-coréen. Malgré ces difficultés, le ministère de la Sécurité de l'État reste une force redoutable en Corée du Nord. Son vaste réseau d'informateurs et ses méthodes d'interrogatoire brutales continuent d'inspirer la peur et de maintenir le contrôle sur la population. Les opérations de l'agence sont entourées de secrets, de sorte qu'il est difficile pour le monde extérieur de comprendre pleinement l'étendue de son pouvoir. Voilà qui nous amène à la fin de cette vidéo. Nous espérons qu'elle vous a plu. Pour d'autres vidéos de ce type, cliquez sur les cartes à l'écran.